Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau tête-à-tête. Aujourd'hui, je rencontre l'alpiniste Catherine Vullier au lac de Montrion dans le Haut-Chablais. C'est parti. Catherine, on est venu à ta rencontre parce que tu as réalisé un exploit l'année dernière. Tu as gravi l'Everest et tu en as fait un livre dans les pas d'un Sherpa. On va en parler, on va parler de tout ça. Mais d'abord, explique-nous un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours, comment tu es devenue alpiniste? Tout d'abord, j'ai découvert la montagne car j'avais des problèmes de santé et donc j'ai dû aller faire des cures. Et je suis tombée amoureuse tout de suite de la montagne. Ce qui fait qu'après, ça m'a été très dur de rester dans le nord car je suis originaire de Lille, je suis née à Lille. Et mes parents ont finalement accepté que je continue mes études sur Grenoble. Là, ça m'a permis de parcourir déjà les montagnes autour de Grenoble, la Chartreuse, le Beldon, le Vercors. Et à l'issue de mes études, on est venu s'installer avec mon mari ici dans la vallée d'Eau. Et ce qui m'a toujours attirée, c'est d'aller marcher sur les glaciers, d'aller marcher sur la neige, d'entendre les crampons crisser sur la neige. Donc je suis montée à tête rousse, je me suis rapprochée du Mont Blanc. À chaque fois de tous les sommets du Chablais, je le voyais, il m'attirait. Et je me disais, oh, moi je suis du Nord, c'est pas fait pour quelqu'un du Nord, faut être né en montagne pour monter là-haut au sommet du Mont Blanc. Donc c'était une utopie à l'époque. Et un jour, ça me démangeait beaucoup trop. Et c'était au mois de juin, il faisait très 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 beau, ils avaient annoncé du beau temps pour une semaine. J'allais reprendre la saison d'été. Je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'aille essayer, il faut que j'aille essayer. Donc j'ai téléphoné à des amis que je connaissais, qui connaissaient des guides, pour trouver un guide qui soit libre pour le lendemain. C'est pas toujours facile. J'en ai trouvé un, et donc on est parti. On est arrivé au sommet, mais ça a été un moment de bonheur incroyable. Et après, à chaque fois que les conditions le permettaient, au niveau météorologique, au niveau neige, au niveau glace, je suis remontée toute seule au sommet du Mont Blanc par la voie du goûter. L'hiver aussi, je faisais énormément de ski de randonnée. Et je me disais, mais peut-être que je pourrais aller un petit peu plus haut que le Mont Blanc, peut-être que j'en suis capable. Pourquoi pas? Donc, j'ai réussi au bout de 2 années à décider mon mari de me laisser partir pour l'Elbrouz en Russie. C'est vrai que partir en Russie, c'est quand même pas très facile d'un point de vue politique. Donc il a quand même cédé et je suis arrivée au sommet de l'Elbrouz aussi facilement qu'au sommet du Mont Blanc. J'étais assez surprise, mais je me suis dit peut-être que je peux encore monter plus haut. En 2015, je suis partie en Équateur. Donc, pour essayer de monter au sommet du Cotopaxi, et j'ai eu beaucoup de chance, car le Cotopaxi est entré en éruption. Il commençait déjà à y avoir beaucoup de fumerolles. La veille, les personnes n'avaient pas pu y monter, mais le jour où nous devions arriver au sommet, on a pu respirer et arriver au sommet. Donc, le lendemain, c'était plus possible, il était rentré en éruption. Alors, rentrée à la maison, je me suis dit, bon, où aller pour aller encore un petit peu plus haut? Donc c'est sûr que le Népal me faisait rêver. J'avais beaucoup lu de récits d'expéditions au Népal, du moins sur ces grands sommets, sur ces grands géants himalayens. Et le Merapic, c'était un sommet pas trop technique. Donc je suis partie pour un trek de 3 semaines avec cette ascension du Merapic. Et là, arrivée au sommet du Merapic, j'ai découvert tous les géants himalayens. L'Everest juste là-bas en face qui fumait, le Lhotse, le Nuptse, le Makalu, le Choyu. Une fois rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, je vais repartir au Népal. C'est trop beau, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup lu, parce que maintenant il y a Internet, donc c'est plus facile, des récits d'ascension, etc. Et par son côté tibétain, le Choyu, c'est l'un des 8000 qui présente le moins de risques objectifs. Donc l'aventure a commencé, je me suis inscrite pour une expédition au Choyu. Le sommet du Choyu, c'est un immense terrain en faux plat. On sait quand on est au sommet, quand on peut apercevoir l'Everest. Donc au bout d'un moment, j'arrive, il y avait 5 personnes arrêtées, j'arrive à côté d'elles et l'Everest se découvre juste face à moi. 650 mètres plus haut, 30 km plus loin. Je l'ai trouvé magnifique. Je me suis dit, waouh, j'étais très bien, j'étais en pleine forme. Je suis restée 1 heure au sommet, j'avais laissé ma bouteille d'oxygène sur le côté pour attendre les autres membres de l'expédition. Et on est revenu assez rapidement, c'est une expédition qui se faisait assez rapide, mais chaque jour je revivais cette ascension, je me retrouvais là-haut face à l'Everest. Donc, revenu à l'aéroport à Genève, dans la voiture, j'expliquais un peu à mon mari comment ça s'était passé. Et puis, arrivé à la maison, il n'avait plus le volant entre les mains, je lui dis, tu sais Eric, je vais repartir pour un autre 8000.
Il me dit, tu vas monter à l'Everest. Je dis, mais non, l'Everest, c'est trop haut, c'est trop cher, c'est trop dangereux. C'est pas pour moi, c'est pour les vrais alpinistes. Donc, j'ai repris la saison d'hiver. Et chaque jour, comme beaucoup de personnes venaient discuter avec moi du Shōyu, je revivais cette ascension et j'arrivais face à l'Everest. Il est devenu une obsession. Et du coup, le 9 février, j'étais à la maison, mon mari aussi. Je me retourne vers lui, puis je lui dis, Eric, je crois que je vais essayer de monter à l'Everest. On me dit, oh bah, il n'y a pas de problème si tu veux essayer. De toute façon, j'ai toujours pensé que tu irais. Bon, alors voilà, il a fallu faire tous les papiers parce que je souhaitais y monter par le côté tibétain, qui est beaucoup moins dangereux que par le côté népalais, même s'il y fait plus froid et que c'est plus venté. Donc j'ai réussi à avoir tous les papiers et le visa juste une semaine avant de partir, parce que c'était un visa chinois. Mais bon, C'était compliqué toutes ces étapes très pour y aller? compliqué, très compliqué. Beaucoup de papiers à faire. On arrive en Chine. C'est pas aussi simple qu'au Népal. Mais j'ai tout eu et j'ai pris l'avion et l'aventure a été merveilleuse. Merveilleuse. Tout. Même dès l'arrivée à Katmandou, de retrouver toutes ces sonorités, ces odeurs, ces couleurs, d'être dans les camps de base. Bon, c'est assez surprenant parce qu'on arrive au camp de base en Jeep. Il est à 5200 mètres, mais on y arrive en Jeep. Donc on s'acclimate un peu à la fois sur d'autres petites collines avant d'arriver là-haut. On est accueillis par tout le staff. Ils sont tout heureux de nous voir arriver. Et un peu à la fois, on va faire notre acclimatation. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'étais partie pour 2 mois. Et jour après jour, on est monté de plus en plus haut jusqu'à arriver au col Nord à 7000 mètres d'altitude. Là, on y a dormi à ce moment-là. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un cyclone qui était en train de passer et la tempête nous a pris en plein milieu de la nuit. Ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué. On a vite tout rangé dans nos sacs. On s'est arc-bouté contre la tente pour pas qu'elle craque. Celle de nos voisins s'est déchirée. Ils sont allés se réfugier dans une autre. Il faisait encore nuit. Dès le matin, on a fait de l'eau pour donner aux autres Sherpas pendant qu'eux, ils démontaient toutes les tentes. Et au moment où tout le monde était en train de mettre les crampons, l'ouragan est passé sur nous. On s'est trouvés projetés au sol, à glisser sans savoir dans quelle direction on allait. C'est quelques minutes qui ont duré une infinité de temps, tellement on a ressenti la proximité de la mort. Franchement, à ce moment-là, j'ai eu le temps de me dire, c'est quand même bête, je suis qu'à 7000 mètres d'altitude et puis je risque de mourir là, ici. Mais bon, mes parents comprendront, ils savent que j'étais bien, que je suis heureuse quand même. Mais j'ai eu le temps de penser à ça. Et heureusement, la tempête s'est calmée. Personne n'a été blessé et on a pu redescendre. Il y a que tous nos sacs à dos s'étaient envolés. Mais bon, les Sherpas sont remontés l'après-midi, ils ont sondé toutes les crevasses et les ont tous retrouvés. Donc après, on a attendu que le cyclone passe, que le temps se stabilise et que les autorités chinoises donnent l'autorisation de monter au sommet. Donc, d'après la météo, il disait que normalement, autour du 23, du 24 mai, il n'y aurait pas de vent. Donc, le Summit Push a été lancé, on est monté, on a dormi au camp 1. On a dormi au camp 2, on s'est reposé au camp 3 et on est parti dans la nuit vers 10h du soir pour ma part parce que je dormais tellement bien que je ne me suis pas réveillée en même temps que les autres. Donc je suis partie un petit peu après, mais c'est pas grave. Il faisait pas très froid. Bon, c'est sûr, on est bien habillés, mais il faisait pas très très froid. J'ai dû m'arrêter un moment parce qu'il fallait changer ma bouteille d'oxygène. Donc le Sherpa qui m'accompagnait, on est accompagnés chacun par un Sherpa. Il m'a dit, Catherine, il faut changer ta bouteille. Elle n'était pas vide, mais bon, c'est pas grave. J'ai changé et après, je ne me suis plus jamais arrêtée. J'étais toujours attirée par ce sommet. On voyait le sommet là en point de mire, le jour s'est levé et du coup, à 5h40, j'étais au sommet de l'Everest. D'abord, on regarde tout autour de soi et on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus haut. Il n'y a rien de plus haut. Ça a été ça ma première impression. Après, je m'étais beaucoup préparée pour surtout y rester le moins de temps possible parce que c'est la descente qui est le plus difficile. L'important, quand on monte en montagne, c'est de redescendre. Et donc, je suis restée concentrée pour redescendre le plus bas possible ce jour-là. Et puis, au retour en France, alors, il y a ce livre. Au retour en France, alors, je n'ai pas fait tout de suite le livre, en fait, parce que du coup, je suis repartie au Manaslu au mois de septembre. La même année. Donc, on m'avait demandé de présenter cette ascension de l'Everest. Donc, je l'ai fait à la Bibliothèque d'Essais Romans au mois d'août. Et beaucoup m'ont dit, mais Catherine, il faut que tu écrives un livre. Dès que je suis revenue du Manaslu, j'ai commencé à écrire.
toute cette expédition. C'était tout frais dans ma tête. Donc ça a été rédigé d'une traite avant la saison d'hiver. Ensuite, la saison d'hiver a repris. Et... Saison d'hiver où tu travailles aux remontées mécaniques d'Avoria. Remontées mécaniques sur Avoria, oui, depuis maintenant 30 ans, l'hiver et puis l'été. Après, la saison d'hiver s'est arrêtée brutalement à cause du virus. Donc on a été confinés. Donc là, j'avais plus d'excuses pour ne pas écrire. Donc j'ai commencé à écrire, à rédiger toute cette expédition de l'Everest et je l'ai écrit tout d'une traite. Je suis montée là-haut et redescendue et ça a été écrit d'un seul jet. C'est l'histoire aussi des Sherpas, d'un Sherpa, parce qu'il y a une belle rencontre, c'est la rencontre avec Nourou. Oui, Nourou Wanchou Sherpa. Nourou Wanchou Sherpa était le sirdar, donc le responsable de l'équipe des Sherpas de l'expédition dans laquelle j'étais pour monter au Cho Oyu. Et Nourou était vraiment très passionné de montagne. Il m'avait beaucoup expliqué pourquoi il montait plus par le côté népalais, mais plutôt par le côté tibétain. Et donc... ensuite, quand je suis montée à l'Everest, j'aurais voulu monter avec lui, mais il était déjà pris par un client. Donc, je m'étais rabattue sur une autre agence pour trouver un autre Sherpa. Mais on s'est énormément rencontrés sur l'Everest. Il m'a toujours beaucoup rassurée sur les étapes suivantes que j'allais vivre, comment ça allait se passer au camp 2, comment ça allait se passer au camp 3. Et au moment de la tempête, il a été beaucoup à mon écoute. Et c'est lui qui m'a permis d'évacuer le stress que nous avions vécu là-haut, le traumatisme que nous avions vécu. Et donc, une fois revenu au camp de base, bien sûr, on s'est retrouvés. Je l'ai félicité pour son ascension avec son client. On y est monté le même jour. Et c'est là qu'il m'a demandé comment c'était pour toi là-haut. Alors je lui ai dit, c'était merveilleux, c'était même trop facile. J'avais un peu honte de le dire à ce moment-là parce que je voyais autour de moi tous ces alpinistes qui avaient souffert, qui disaient plus jamais. Ils étaient redescendus comme des zombies. Alors Nourou m'a dit, mais tu iras où la prochaine fois? Alors je lui ai dit, j'aimerais bien aller à la Madablam ou au Manaslu. Et puis au mois de juillet, il m'envoie un mail et là il me dit, si tu veux, on peut aller au Manaslu au mois de septembre. Alors tout de suite, en une semaine, j'avais tout fait les papiers, j'avais pris le billet d'avion et je suis repartie au mois de septembre avec lui uniquement. Nous n'étions qu'à deux. Et nous sommes montés à deux, nous avons fait tout le trek pour arriver jusqu'au camp de base. Nous avons fait cette ascension à deux et nous avons fait le reste du trek autour du Manaslu ensemble. C'est un bonheur de marcher avec lui. C'est pour ça que ce livre s'appelle Dans les pas d'un Sherpa. Et la personne que l'on voit sur l'illustration, c'est Nourou. Il a cette combinaison bleue en très haute altitude avec ce bonnet un peu rouge. Voilà, c'est Nourou Sherpa. Merci Victoria. Beaucoup, Merci. Catherine. Et puis je vous conseille en tout cas Dans les pas d'un Sherpa, le récit de cette ascension de l'Everest, entre autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt sur 8 Mont Blanc.